François Guizot, L'histoire de France racontée à mes petits-enfants. Tome 1er. Lettre aux éditeurs. Vous avez entendu dire, messieurs, que depuis plusieurs années, je me donne le paternel plaisir de raconter l'histoire de France à mes petits-enfants, et vous me demandez si je n'ai pas le dessein de publier ces études de famille sur la grande vie de notre patrie. Telle n'avait pas été d'abord ma pensée. C'était de mes petits-enfants, et d'eux seuls, que je me préoccupais. J'avais à cœur de leur faire vraiment comprendre notre histoire et de les y intéresser en satisfaisant à la fois leur intelligence et leur imagination, en la leur montrant à la fois claire et vivante. Toute histoire, celle de la France surtout, est un vaste et long drame où les événements s'enchaînent selon des lois déterminées et dont les acteurs jouent des rôles qu'ils n'ont pas reçus tout faits ni appris par cœur, et qui sont les résultats non seulement de leur situation native, mais de leur propre pensée et de leur propre volonté. Il y a, dans l'histoire des peuples, deux séries de causes à la fois essentiellement diverses et intimement unies, les causes naturelles qui président au cours général des événements, et les causes libres qui viennent y prendre place. Les hommes ne font pas toute l'histoire. Elle a des lois qui lui viennent de plus haut. Mais les hommes sont, dans l'histoire, des êtres actifs et libres qui y produisent des résultats et y exercent une influence dont ils sont responsables. Les causes fatales et les causes libres, les lois déterminées des événements et les actes spontanés de la liberté humaine, c'est là l'histoire tout entière. C'est dans la reproduction fidèle de ces deux éléments que consistent la vérité et la moralité de ces récits. Je n'ai jamais été plus frappé de ce double caractère de l'histoire qu'en la racontant à mes petits-enfants. Quand j'ai commencé avec eux ces leçons, ils y prenaient d'avance un vif intérêt et ils m'écoutaient avec un bon vouloir sérieux. Mais quand ils ne saisissaient pas bien le lien prolongé des événements, ou quand les personnages historiques ne devenaient pas pour eux des êtres réels et libres, dignes de sympathie ou de réprobation, quand le drame ne se développait pas devant eux clair et animé, je voyais leur attention inquiète ou languissante. Ils avaient besoin à la fois de lumière et de vie. Ils voulaient être éclairés et émus, instruits et amusés. En même temps que la difficulté de satisfaire à ce double désir se faisait vivement sentir à moi, j'y découvrais plus de moyens et plus de chances de succès que je ne l'avais prévu d'abord pour faire comprendre à mes jeunes auditeurs l'histoire de France dans sa complication et sa grandeur. Quand Corneille a dit « Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années », il a dit vrai pour l'intelligence comme pour la valeur. Quand une fois ils sont bien éveillés et donnent vraiment leur attention, les jeunes esprits sont plus sérieux et plus capables qu'on ne le croit de tout comprendre. Pour bien expliquer à mes petits-enfants le lien des événements et l'influence des personnages historiques, j'ai été conduit quelquefois à des considérations très générales et à des études de caractère assez approfondies. J'ai presque toujours été, en pareil cas, non seulement bien compris, mais vivement goûté. J'en ai fait l'épreuve dans le tableau du règne et le portrait du caractère de Charlemagne, les deux grands dessins de ce grand homme qui a réussi dans l'un et échoué dans l'autre, ont été, de la part de mes jeunes auditeurs, l'objet d'une attention très soutenue et d'une compréhension très nette. Les jeunes esprits ont plus de portée qu'on est enclin à le présumer, et peut-être les hommes feraient-ils bien quelquefois d'être aussi sérieux dans leur vie que les enfants le sont dans leurs études. Pour atteindre le but que je me proposais, j'ai toujours pris soin de rattacher mes récits ou mes réflexions aux grands événements ou aux grands personnages de l'histoire. Quand on veut étudier et décrire scientifiquement un pays, on le parcourt dans toutes ses parties et en tous sens. On visite les plaines comme les montagnes, les villages comme les cités, les recoins obscurs comme les lieux célèbres. Ainsi procèdent un géologue, un botaniste, un archéologue, un statisticien, un érudit.
Mais quand on veut surtout connaître les principaux traits d'une contrée, ses contours fixes, ses formes générales, ses aspects spéciaux, ses grands chemins, on monte sur les hauteurs, on se place au point d'où l'on saisit le mieux l'ensemble et la physionomie du pays. Ainsi faut-il procéder dans l'histoire quand on ne veut ni la réduire au squelette d'un abrégé, ni l'étendre aux longues dimensions d'un travail d'érudition. Les grands événements et les grands hommes sont les points fixes et les sommets de l'histoire. C'est de là qu'on peut la considérer dans son ensemble et la suivre dans ses grandes voies. En la racontant à mes petits-enfants, je me suis quelquefois attardé dans quelques anecdotes particulières où je trouvais le moyen de mettre en vive lumière l'esprit dominant du temps ou les mœurs caractéristiques des populations. Mais, sauf ces rares exceptions, c'est toujours dans les grands faits et les grands personnages historiques que je me suis établi pour en faire, dans mes récits, ce qu'ils ont été dans la réalité, le centre et le foyer de la vie de la France. Je n'avais pris d'abord, en donnant ces leçons, que de courtes notes de date et de noms propres. Quand on m'a donné lieu de croire qu'elles pouvaient avoir pour d'autres enfants que les miens, et même, m'a-t-on dit, pour d'autres que des enfants, quelque utilité et quelque intérêt, j'ai entrepris de les rédiger telles que je les avais développées à mes jeunes auditeurs. Je vous enverrai, messieurs, quelques portions de ce travail, et si en effet il vous paraît opportun d'étendre le cercle auquel il a été d'abord destiné, je vous confierai très volontiers le soin de sa publication. Recevez, messieurs, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Valéry Cher, décembre 1869, Guizot. Chapitre 1. La Gaule. Vous habitez, mes enfants, un pays depuis longtemps civilisé et chrétien, où, malgré bien des imperfections et bien des misères sociales, 38 millions d'hommes vivent en sûreté et en paix, sous des lois égales pour tous et efficacement maintenues. Vous avez raison d'avoir de grands désirs pour notre patrie et de la vouloir de plus en plus libre, glorieuse et prospère. Mais il faut être juste envers son propre temps et apprécier à toute leur valeur les biens déjà acquis et les progrès déjà accomplis. Si vous étiez tout à coup transporté de 20 ou 30 siècles en arrière, au milieu de ce qui s'appelait alors la Gaule, vous n'y reconnaîtriez pas la France. Les mêmes montagnes s'y élevaient, les mêmes plaines s'y étendaient, les mêmes fleuves y coulaient. Rien n'est changé dans la structure physique du pays, mais sa physionomie était bien différente. Au lieu de nos champs bien cultivés et couverts de productions si variées, vous verriez des marais inabordables, de vastes forêts point exploitées, livrées au hasard de la végétation primitive, peuplées de loups, d'ours, d'aurochs même, ou grands bœufs sauvages, et d'élans, animaux qui ne se rencontrent plus aujourd'hui que dans les froides régions du nord-est de l'Europe, comme la Lituanie et la Courlande. D'immenses troupeaux de porcs erraient dans les campagnes, presque aussi féroces que des loups, dressés seulement à reconnaître le son du corps de leurs gardiens. Nos meilleurs fruits, nos meilleurs légumes étaient inconnus. Ils ont été importés en Gaule, la plupart d'Asie, quelques-uns d'Afrique et des îles de la Méditerranée, d'autres plus tard du Nouveau Monde. Une température froide et âpre régnait sur cette terre. Les rivières gelaient presque tous les hivers, assez fort pour être traversées par les chariots. Et 3 ou 4 siècles avant l'ère chrétienne, sur ce vaste territoire, entre l'océan, les Pyrénées, la mer Méditerranée, les Alpes et le Rhin, à peine 6 ou 7 millions d'hommes vivaient grossièrement, tantôt renfermés dans des maisons sombres et basses, les meilleures bâties en bois et en argile, couvertes en branchages ou en chaume, formées d'une seule pièce ronde, ouverte au jour par la porte seulement, et confusément agglomérées derrière un rempart assez artistement construit en poutres, en terre et en pierre, qui entourait et protégeait ce qu'on appelait une ville. Encore n'y avait-il guère de ville semblable que dans la portion la plus peuplée et la moins inculte de la Gaule, c'est-à-dire dans les régions du sud et de l'est, au pied des montagnes de l'Auvergne et des Cévennes, et le long des côtes de la Méditerranée. Au nord et à l'ouest, de chétifs villages presque aussi mobiles que les hommes,
et dans quelques îlots, au milieu des marais, ou dans quelques recoins bien enfoncés des bois, de vastes enclos formés d'arbres abattus, où la population, au premier cri de guerre, courait se renfermer avec ses troupeaux et ses meubles. Et le cri de guerre retentissait souvent. Des hommes grossiers et oisifs sont fort enclins à se quereller et à se combattre. La Gaule, d'ailleurs, n'était point occupée par une seule et même nation, attachée aux mêmes souvenirs et aux mêmes chefs. Des populations fort diverses d'origine, de langue, de mœurs, et venues à diverses époques s'y disputaient incessamment le territoire. Au midi, des Ibères ou Aquitains, des Phéniciens et des Grecs. Au nord et au nord-ouest, des Kimris ou Belges. Partout ailleurs, les Galles ou Celtes, la plus nombreuse de ces races, et qui ont eu l'honneur de donner au pays leur nom. Lesquels y étaient venus les premiers? À quelle époque avait eu lieu ce premier établissement? On n'en sait rien. Les Grecs sont les seuls dont l'histoire raconte avec précision l'arrivée dans la Gaule méridionale. Les Phéniciens les y avaient précédés de plusieurs siècles, mais sans qu'on puisse en assigner exactement la date. On n'a que des renseignements assez vagues sur l'époque de l'invasion des Kimris dans le nord de la Gaule. Quant aux Galles et aux Ibères, personne ne parle de leur première entrée dans ce pays, car on les y trouve au moment où le pays même apparaît pour la première fois dans l'histoire. Les Ibères, que les écrivains romains appelaient Aquitains, habitaient au pied des Pyrénées, dans le territoire compris entre les montagnes, la Garonne et l'océan. Ils appartenaient à la race qui, sous ce même nom, avait peuplé l'Espagne. Par quelle voie étaient-ils venus dans la Gaule? C'est une question que nous ne saurions résoudre. On en rencontre beaucoup de semblables, mes enfants, à l'origine de tous les peuples. Dans ces temps barbares, les hommes vivent et meurent sans laisser aucune trace durable de leurs actions et de leur destinée. Point de monuments, point d'écrits, à peine quelques traditions orales qui se perdent ou s'altèrent rapidement. C'est à mesure qu'ils s'éclairent et se civilisent que les hommes éprouvent le désir et inventent les moyens d'étendre leur mémoire bien au-delà de leur vie. Alors commence l'histoire, née ainsi de sentiments très beaux et très utiles, la préoccupation de l'avenir et le besoin de la durée, sentiments qui attestent la supériorité de l'homme sur les autres créatures vivantes de notre terre et font pressentir l'immortalité de l'âme et assurent les progrès de l'espèce humaine en conservant pour les générations à venir ce qu'ont fait et appris les générations qui disparaissent. Par quelque chemin et à quelque époque qu'ils fussent venus dans le sud-ouest de la Gaule, les Ibères y vivent encore dans le département des Basses-Pyrénées sous le nom de Basques. Peuplade distincte de toutes celles qui l'environnent par ses traits, son costume, surtout par sa langue, qui ne ressemble à aucune des langues actuelles de l'Europe, contient beaucoup de mots qu'on retrouve dans les noms de fleuves, de montagnes, de villes, de l'ancienne Espagne, et qui offre d'assez grandes analogies avec les idiomes anciens et modernes de quelques peuples de l'Afrique septentrionale. Les Phéniciens n'ont point, comme les Ibères, laissé dans le midi de la France des descendants distincts et bien avérés. Ils avaient commencé environ 1100 ans avant la naissance de Jésus-Christ à y faire le commerce. Ils allaient y chercher des fourrures, l'or et l'argent qu'on tirait soit du sable de certaines rivières comme l'Ariège, en latin Origera, soit de quelques mines des Alpes, des Cévennes et des Pyrénées. Ils apportaient en échange des étoffes teintes en pourpre, des colliers et des bagues de verre, surtout des armes et du vin, commerce semblable à celui que font aujourd'hui les peuples civilisés de l'Europe avec les tribus sauvages d'Afrique et d'Amérique. Pour étendre et assurer leurs expéditions commerciales, les Phéniciens fondèrent sur plusieurs points de la Gaule des colonies. On leur attribue la première origine de Némosus, Nîmes et d'Alésia, près de ces murs. Mais au bout de 3 ou 4 siècles, ces colonies déclinèrent. Le commerce des Phéniciens s'éloigna de la Gaule, et la seule trace importante qu'elle conserva de leur séjour fut une route qui, partant des Pyrénées orientales, longeait la Méditerranée gauloise, traversait les Alpes par le col de Tinde et unissait ainsi l'Espagne, la Gaule et l'Italie. Après la retraite des Phéniciens,
Cette route fut entretenue et réparée d'abord par les Grecs de Marseille, ensuite par les Romains. Comme négociants et comme colons, les Grecs furent dans la Gaule les successeurs des Phéniciens, et Marseille fut l'une des premières et la plus considérable de leurs colonies. Vers l'époque de la décadence des Phéniciens dans la Gaule, une peuplade grecque, les Rhodiens, avait étendu fort loin leurs entreprises commerciales et tenaient, selon l'expression des historiens anciens, l'empire de la mer. Leurs ancêtres avaient jadis succédé aux Phéniciens dans l'île de Rhodes. Ils leur succédèrent également dans le midi de la Gaule et fondèrent à l'embouchure du Rhône une colonie appelée Rhodanousia ou Rhoda, du même nom que celle qu'ils avaient déjà fondée sur la côte nord-est de l'Espagne, et qui est aujourd'hui la ville de Rose en Catalogne. Mais l'importance des Rhodiens sur la côte méridionale de la Gaule fut courte. Elle était déjà fort déchue l'an 600 avant Jésus-Christ, lorsqu'un marchand grec, Euxène, venu de Phocée, ville ionienne de l'Asie mineure, et cherchant fortune, aborda dans un golfe à l'est du Rhône. Les Ségobriges, tribu de la race des Galles, occupaient le pays voisin. Nan, leur chef, accueillit avec bienveillance les étrangers et les amena chez lui à un grand festin qu'il donnait pour marier sa fille, Gyptis, selon quelques historiens, Peta, selon d'autres. Un usage qui subsiste encore dans plusieurs cantons du Pays basque et même au centre de la France, dans le Morvan, district montagneux du département de la Nièvre, voulait que la jeune fille ne parût qu'à la fin du banquet, tenant à la main une coupe pleine, et que celui des convives à qui elle l'a présentée devint l'époux de son choix. Soit hasard, soit toute autre cause, disent les anciens récits, Gyptis s'arrêta en face d'Euxène et lui tendit la coupe. La surprise et probablement l'humeur furent grandes parmi les assistants gaulois, mais Nantes, croyant reconnaître là un ordre de ses dieux, accepta le Phocéen pour gendre et lui donna en dot le golfe où il avait pris terre, avec quelques cantons du territoire environnant. Euxène, reconnaissant, donna à sa femme le nom grec d'Aristoxène, c'est-à-dire la meilleure des hôtesses, renvoya à Phocée son vaisseau pour y recruter des colons, et jeta, en les attendant au fond du golfe, sur une presqu'île creusée en forme de port, vers le midi, les fondements d'une ville qu'il appela Massalie, depuis Marseille. À peine un an s'était écoulé qu'avec le vaisseau d'Euxène arrivèrent de Phocée plusieurs galères amenant des colons pleins d'espérance et chargés de vivres, d'outils, d'armes, de graines, de plants de vignes et d'oliviers, et en outre d'une statue de Diane que les colons étaient allés chercher dans le célèbre temple de cette déesse à Éphèse, et que sa prêtresse, Aristachée, accompagnait dans sa nouvelle patrie. L'activité et la prospérité intérieure et extérieure de Marseille se développèrent rapidement. Elle portait son commerce partout où les Phéniciens et les Rhodiens avaient frayé la route, réparé leurs forts, s'approprié leurs établissements, placé sur ses médailles, en signe de domination, la rose, emblème de Rhodes, à côté du lion de Marseille. Mais le chef Gall, qui avait protégé son berceau, Nan, mourut. Son fils, Coman, partageait contre les nouveaux venus la jalousie des Ségobriges et des peuplades voisines. Il promit et résolut en effet de détruire la cité nouvelle. C'était le temps de la floraison de la vigne, époque de grandes fêtes chez les Grecs ioniens, et Marseille ne s'occupait que des préparatifs de la fête. On décorait de rameaux et de fleurs les maisons et les places publiques. Point de garde, point de travaux. L'occasion était favorable. Coman fit entrer dans la ville beaucoup d'hommes à lui, les uns ouvertement comme pour prendre part aux fêtes, les autres cachés au fond des chariots qui, des environs, amenaient à Marseille des branches et des feuillages. Lui-même alla se mettre en embuscade dans un vallon voisin avec 7000 hommes, dit-on, nombre probablement exagéré, attendant que, pendant la nuit, ses émissaires lui ouvrissent les portes. Mais cette fois encore, une femme, proche parente du chef Gall, fut la providence des Grecs. Elle révéla le complot à un jeune homme de Marseille qu'elle aimait. Les portes furent aussitôt fermées, et les Ségobriges qui se trouvaient dans la ville furent massacrés. Puis, la nuit venue, les habitants en armes allèrent surprendre Coman dans l'embuscade où il attendait le moment de les surprendre lui-même.
Il y périt avec tous ses soldats. Échappés à ce danger, les Marseillais restaient cependant dans une situation difficile et inquiétante. Les peuplades d'alentour, coalisées contre eux, les attaquaient souvent et les menaçaient sans cesse. Mais pendant qu'ils luttaient contre ces embarras, un grand désastre survenu au même lieu d'où ils étaient partis un demi-siècle auparavant leur préparait un grand accroissement de force et les plus sûrs défenseurs. L'an 542 avant Jésus-Christ, Phocée tomba sous les coups du roi des Perses, Cyrus, et ses habitants, livrant aux vainqueurs leurs rues et leurs maisons désertes, montèrent en masse sur leurs vaisseaux pour transporter ailleurs leur patrie. Une partie de cette nation flottante alla directement à Marseille. D'autres s'arrêtèrent en Corse, dans le port d'Alali, aussi une colonie phocéenne. Mais au bout de 5 ans, ceux-là aussi, las de la vie de pirates et des guerres continuelles qu'ils avaient à soutenir contre les Carthaginois, quittèrent la Corse et vinrent rejoindre en Gaule leurs compatriotes. Marseille se trouva dès lors en état de faire face à ses ennemis. Elle étendit autour du golfe l'enceinte de ses murs et au loin ses entreprises. Elle fonda sur la côte méridionale de la Gaule et sur la côte orientale de l'Espagne des établissements permanents qui sont encore aujourd'hui des villes. À l'est du Rhône, le port d'Hercule, Monécus, Monaco, Nicéa, Nice, Antipolis, Antibes, à l'ouest, Héracléa, Cacabaria, Saint-Gilles, Agatha, Agde, Emporia, Empurias en Catalogne, etc., etc. Dans la vallée du Rhône, plusieurs villes d'Égale, Cabellio, Cavaillon, Avignon, Arélate, Arles, ressemblaient à des colonies grecques, tant y était grand le nombre des voyageurs ou des négociants établis qui parlaient grec. À cette activité commerciale, Marseille joignit l'activité intellectuelle et scientifique. Les grammairiens marseillais furent des premiers à réviser et à commenter les poèmes d'Homère, et de hardis voyageurs de Marseille, Eutimène et Pythéas, parcoururent l'un la côte occidentale d'Afrique, au-delà du détroit de Gibraltar, l'autre les côtes méridionales et occidentales de l'Europe, depuis l'embouchure du Tanaïs, le Don, dans la mer Noire, jusqu'au Parage et peut-être dans l'intérieur de la mer Baltique. Ils vivaient l'un et l'autre dans la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient écrit des périples ou récits de leurs voyages qui, par malheur, sont presque entièrement perdus. Mais quelle que fût son intelligente activité, une seule ville, située à l'extrémité de la Gaule et peuplée d'étrangers, pouvait bien peu de choses sur un si vaste pays et ses habitants. À son origine, la civilisation est très difficile et très lente. Il faut bien des siècles, de bien grands événements et de bien longs travaux pour dompter les premières mœurs d'un peuple et lui faire échanger les plaisirs grossiers, mais oisifs et libres, de la vie barbare contre les biens laborieux d'un état social régulier. À force de prudence, de persévérance et de courage, les négociants de Marseille et de ses colonies traversaient sur 2 ou 3 grandes lignes les forêts, les marais, les bruyères, les tribus sauvages de la Gaule, et y accomplissaient leurs échanges, mais ils ne pénétraient à droite et à gauche que bien peu avant dans les terres. Sur leur route même, les traces de leur passage disparaissaient vite, et dans les postes commerciaux qu'ils établissaient çà et là, ils étaient souvent bien plus occupés de se défendre que de propager leurs exemples. Au-delà d'une bande de terre de largeur inégale, le long de la Méditerranée, et sauf l'espace peuplé vers le sud-ouest par les Ibères, les Galles et les Kimries occupaient tout le pays qui a reçu des premiers le nom de Gaule. Les Galles au centre, au sud-est et à l'est, dans la région haute de notre sol, entre les Alpes, les Vosges, les montagnes d'Auvergne et les Cévennes. Les Kimries au nord, au nord-ouest et à l'ouest, dans la région basse, depuis la limite occidentale des Galles jusqu'à l'océan. Les Galles et les Kimries étaient-ils originairement de même race, ou du moins de races étroitement apparentées? Étaient-ils compris les uns et les autres dans l'Antiquité sous le nom de Celtes? Les Kimries, s'ils n'étaient pas de la race des Galles, appartenaient-ils à celle des Germains, ces conquérants définitifs de l'Empire romain? Depuis bien longtemps, mes enfants, les savants discutent ces questions sans les résoudre. Voici les seuls faits qui me paraissent clairs et certains.
Les anciens ont longtemps confusément appelé Celtes les peuples qui habitaient à l'Occident et au nord de l'Europe, sans limite précise et sans exception de langue ou d'origine. C'était là une dénomination géographique applicable à un immense territoire mal connu, plutôt qu'un vrai nom historique de nation et de race. Ainsi, dans les temps les plus reculés, les Gaulois, les Germains, les Bretons, les Ibères même, paraissent souvent confondus sous le nom de Celtes, de peuple de la Celtique. On voit peu à peu ce nom devenir plus restreint et plus précis. Les Ibères d'Espagne s'en détachent les premiers, puis les Germains. Dans le siècle qui précède l'ère chrétienne, les Gaulois, c'est-à-dire les peuples qui habitent la Gaule, sont seuls appelés Celtes. On commence même à reconnaître parmi eux des races diverses et à distinguer les Ibères de Gaule ou Aquitains et les Kimri ou Belges des Galles, auxquels le nom de Celte est réservé. Quelquefois même, c'est à une confédération de certaines tribus galliques que ce nom s'applique spécialement. Quoi qu'il en soit, les Galles paraissent avoir été les premiers habitants de l'Europe occidentale. Les plus anciens souvenirs historiques les y trouvent non seulement en Gaule, mais dans la Grande-Bretagne, l'Irlande et les petites îles voisines. En Gaule, après avoir dominé longtemps, leur race s'est mêlée à d'autres races pour former notre nation. Mais dans ce mélange, de nombreuses traces de leur langue, de leurs monuments, de leurs mœurs, de leurs noms de personnes et de lieux ont survécu et subsistent encore, surtout vers l'est et le sud-est de notre territoire, dans les usages locaux et les patois populaires. En Irlande, dans les montagnes d'Écosse, dans les îles Hébrides et l'île de Man, les Galles, Gaëls, vivent encore sous leur nom primitif. La race et la langue gaélique sont encore là, pures sinon de toute altération, du moins de toute fusion absorbante. Du 7e au 4e siècle avant Jésus-Christ, une population nouvelle se répandit dans la Gaule, non d'un seul coup, mais par plusieurs invasions successives, dont les deux principales eurent lieu aux deux termes de cette époque. Elle se donnait elle-même le nom de Kimri ou Kimris, dont les Romains ont fait celui de Cimbre, et qui rappelle celui des Ciméri, Cimériens, que les Grecs plaçaient sur la rive occidentale de la mer Noire, et dans la péninsule cimérienne, appelée encore aujourd'hui Crimée. Dans ces mouvements désordonnés, et coup sur coup répétés de populations vagabondes, il arrivait souvent que des tribus de races diverses se rencontraient, se rapprochaient, s'unissaient et finissaient par s'amalgamer sous un nom commun. Tous les peuples qui ont successivement envahi l'Europe, Galles, Kimri, Germains, appartenaient primitivement à Asie, d'où ils sont tous venus, à une souche commune. La diversité de leurs langues, de leurs traditions, de leurs mœurs, déjà grande à l'époque de leur apparition en Occident, était l'œuvre du temps et des circonstances diverses au milieu desquelles ils avaient vécu, mais il restait toujours entre eux des traces d'une affinité primitive qui permettait de soudains et fréquents mélanges au milieu de leur orageuse dispersion. Les Kimri qui passèrent le Rhin et se jetèrent dans la Gaule septentrionale vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, s'appelaient eux-mêmes Bolgues, Belges, Belges, nom que leur donnent en effet les écrivains romains et qui restait celui de la contrée qu'ils envahirent d'abord. Ils descendirent vers le sud, jusqu'aux rives de la Seine et de la Marne. Là, ils rencontrèrent les Kimri des invasions précédentes, qui non seulement s'étaient répandus dans le pays compris entre la Seine et la Loire, jusqu'au fond de la presqu'île limitée par ce dernier fleuve, mais avaient passé la mer et occupé une partie de la grande île située en face de la Gaule, refoulant les Galles qui les y avaient précédés, en Irlande et dans la Haute-Écosse. Ce fut de l'une de ces tribus kimriques et de son chef appelé Pride, Pridin, Brit, Britain, que la Grande-Bretagne et la Bretagne française reçurent le nom qu'elles ont gardé. Chacune de ces races, loin de former un seul peuple engagé dans la même destinée et soumis au même chef, se divisait en peuplades à peu près indépendantes qui se rapprochaient ou se séparaient selon des circonstances changeantes et qui poursuivaient, chacune pour son compte et à son gré, leurs aventures ou leurs fantaisies. Les Ibères aquitains comptaient 20 tribus, les Galles 22 nations, les premiers Kimri mêlés aux Galles entre la Loire et la Garonne 17, les Kimri belges 23. Ces 62 nations se subdivisaient en plusieurs centaines de tribus,
et ces petites agglomérations se répartissaient entre des confédérations ou ligues rivales qui se disputaient la suprématie dans telle ou telle partie du territoire. 3 grandes ligues existaient parmi les Galles. Celle des Arvernes, formée des peuplades établies dans la contrée qui a reçu d'elle le nom d'Auvergne, celle des Aduins en Bourgogne, qui avait pour centre Bibracte, Autun, celle des Sécanes en Franche-Comté, dont le centre était Vésontio, Besançon. Parmi les Kimries de l'Ouest, la Ligue armorique ralliait les tribus de la Bretagne et de la Basse-Normandie. De ces alliances destinées à grouper des forces éparses naissaient des passions ou des intérêts nouveaux qui devenaient autant de nouvelles causes de discorde et d'hostilité. Et dans ces diverses agglomérations, le gouvernement était partout à peu près aussi irrégulier, aussi impuissant à maintenir l'ordre et à fonder un État durable. Kimry, Galles ou Ibères étaient à peu près également ignorants, imprévoyants, livrés à la mobilité de leurs idées, à l'emportement de leurs passions, avides de guerre, d'oisiveté, de pillage, de festins, de plaisirs grossiers et féroces. Les uns et les autres se faisaient gloire de suspendre au poitrail de leurs chevaux, de clouer à la porte de leur maison les têtes de leurs ennemis. Les uns et les autres immolaient à leurs dieux des victimes humaines, brûlaient ou tuaient à coups de flèche leurs prisonniers garrottés à des arbres. Ils prenaient plaisir à se placer sur la tête, autour des bras, à dessiner sur leur corps nu des ornements bizarres qui leur donnaient un aspect farouche. Le goût effréné du vin et des liqueurs fortes était général parmi eux. Les marchands d'Italie, et surtout de Marseille, emportaient dans toute la Gaule. De distance en distance étaient établis des entrepôts où les Gaulois affluaient, venant vendre pour une cruche de vin leurs fourrures, leurs grains, leurs bestiaux, leurs esclaves. Aisément, dit un historien ancien, pour la liqueur, on avait les chansons. Ce sont là, mes enfants, les caractères essentiels de la barbarie, tels qu'ils se sont manifestés et qu'ils se retrouvent encore sur plusieurs points de notre globe, chez les peuples placés à ce degré dans l'échelle de la civilisation. Ils existaient presque également chez les races diverses de l'ancienne Gaule, et elles se ressemblaient bien plus par là qu'elles ne différaient d'ailleurs par quelques-unes de leurs coutumes, de leurs traditions ou de leurs idées. Aussi n'aperçoit-on point entre elles ces démarcations permanentes, ces antipathies radicales, cette impossibilité de s'unir qu'on observe entre des peuples dont l'état primitif et moral est réellement très divers. En Asie, en Afrique, en Amérique, les Anglais, les Hollandais, les Espagnols, les Français sont encore en contact fréquent avec les naturels du pays, hindous, malais, noirs, indiens, et malgré ce contact, les races sont demeurées profondément séparées les unes des autres. Dans l'ancienne Gaule, non seulement les Galles, les Kimries, les Ibères vivaient souvent en alliance et presque en intimité, mais ils se mêlaient et cohabitaient sans peine sur le même territoire. Ainsi, on rencontre au milieu des Ibères, vers l'embouchure de la Garonne, une tribu gallique, les Bituriges vivisques, venus des environs de Bourges, où résidait le gros de la nation. Elle avait été poussée jusque-là par l'une des premières invasions des Kimries et s'y était paisiblement fixée. Burdigala, depuis Bordeaux, était le chef-lieu de cette tribu et déjà un entrepôt commercial entre la Méditerranée et l'océan. Un peu plus loin, vers le sud, une tribu kimrique, les Boïs, vivait isolée de sa race, dans les landes des Ibères, exploitant la résine des pins qui croissaient sur ce territoire. Au sud-est, dans la contrée située entre la Garonne, les Pyrénées-Orientales, les Cévennes et le Rhône, 2 grandes tribus de Kimries belges, les Bolgues, Volk ou Volk, Volsé, Arécomique et Tectoussages, vinrent s'établir vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, au milieu des peuplades ibères et galliques, et rien n'indique qu'une fois établis, les nouveaux venus aient plus mal vécu avec leurs voisins qu'avant leur arrivée ceux-ci ne vivaient entre eux. Évidemment, il y avait entre toutes ces peuplades, quelle que fût la diversité de leur origine, une assez grande similitude d'état social et de mœurs pour que le rapprochement ne fût ni très difficile ni très long à s'accomplir. En revanche, et par une conséquence naturelle, il était précaire et souvent de courte durée. Ibériennes, galliques ou kimriques, ces peuplades se déplaçaient fréquemment, par nécessité ou par goût, pour se soustraire aux attaques d'un voisin plus fort,
pour se transporter dans de nouveaux pâturages à la suite de quelques dissensions intérieures, ou bien aussi pour le seul plaisir de guerroyer, de courir les aventures, pour échapper à l'ennui d'une vie monotone. Depuis les temps les plus reculés jusqu'au 1er siècle avant l'ère chrétienne, la Gaule paraît en proie à ce mouvement continuel et désordonné de population. Elle change de résidence, de voisinage, disparaissent sur un point, reparaissent ailleurs, se croisent, se fuient, s'absorbent réciproquement. Et le mouvement ne se renfermait pas dans l'intérieur de la Gaule. Les Gaulois de toute race allaient en bandes, quelquefois très nombreuses, chercher au loin du butin et un établissement. L'Espagne, l'Italie, la Germanie, la Grèce, l'Asie mineure, l'Afrique ont été le théâtre de ces expéditions gauloises qui ont amené de longues guerres, de grands bouleversements de peuples et quelquefois la formation de nations nouvelles. Il faut, mes enfants, que je vous fasse un peu connaître cette histoire extérieure de nos ancêtres gaulois qui mérite bien que nous les suivions un moment dans leur course lointaine. Puis, nous reviendrons sur le sol même de notre patrie pour ne plus nous occuper que de ce qui s'est passé dans ses limites.